Donc, puisqu'on était en train de parler des publics et des utilisateurs de Usenet, quels étaient un peu les profils de ces publics? Est-ce qu'on trouvait, par exemple, des femmes sur Usenet, ce qui peut paraître une question un peu étrange, mais Usenet a la réputation d'être un milieu un peu masculin, très masculin. Quelle est votre expérience de ça? C'était l'époque où on pouvait dire que sur Internet, personne ne pouvait savoir que vous étiez un chien, donc des fois on ne savait pas. Mais en tenant compte des rencontres physiques, en tenant compte de la grammaire utilisée, de certaines remarques, je crois qu'on peut dire, sans trop de risque de se tromper, que oui, c'était un milieu très masculin. En plus, au début, ou en tout cas, c'était que les informaticiens, un milieu où il n'y a pas beaucoup de femmes. Après, ça s'est étendu aux sciences dures, milieu où il n'y a pas beaucoup de femmes non plus. Après, petit à petit, ça s'est étendu et là, ça s'est plus ouvert à la diversité. Mais au début, effectivement, ça ne l'était pas. Et puis c'était perçu, c'est paradoxal parce que c'est perçu comme un... Enfin, les préjugés sexistes peuvent jouer dans les deux sens parce que c'est un outil de communication. Souvent, c'est considéré comme quelque chose de traditionnellement féminin, la communication. Mais là, c'était par le biais de moyens techniques. Donc, comme c'est par le biais de moyens techniques, c'était domaine réservé masculin. Mais on trouvait quand même des figures d'informaticiennes, je pense à Myriam Marzuki, qui en plus a joué un rôle... J'ai pas dit qu'il n'y en avait pas du tout, j'ai dit qu'elles étaient minoritaires. Enfin, ça ne reflétait pas leur pourcentage dans la société. Et c'est vrai que je cite Myriam Marzuki parce que non seulement on va lui parler bientôt, mais aussi parce qu'elle a eu un rôle de... Alors je sais pas, leader c'est peut-être un mot un peu fort, mais c'est sous son égide que s'est créée la UI. Ensuite, elle a participé, voire elle a initié la création de l'IRIS, l'association... Imaginons un réseau internet solidaire. Exactement, voilà, qui ensuite a rejoint ISOC France, donc on voit qu'elle a eu un rôle vraiment structurant dans l'évolution. Ça, c'est des choses à quoi vous avez participé? Pas vraiment, de loin. De loin. Sympathiser avec, mais d'accord. Pas plus. Alors, puisqu'on évoque tout ça, il y a la naissance aussi de l'ISOC France. Il y a tout un effort quand même de structuration à cette époque. ISOC France, c'est quelque chose, et même pour remonter plus loin, c'est pas tout à fait lié, mais les milieux sont pas les rencontres d'autrans, tout ça, c'est des choses auxquelles vous... À la rencontre d'autrans, je ne suis jamais allé. Apparemment, effectivement, ça a joué un rôle, mais on ne peut pas être partout. Donc ça, je ne peux pas en parler. L'ISOC aux États-Unis, il y avait des motivations juridiques précises. Donc j'ai parlé des marques déposées, des gens qui déposaient la marque déposée Internet ou qui, des délires comme ça. Et il y avait aussi la volonté de fournir un cadre juridique à certaines activités. Par exemple, Christian Huitema, dans son livre « Et Dieu créa l'Internet », raconte que quand il était à l'IAB, un des organismes de l'IETF, on lui avait expliqué que s'il y avait quelqu'un qui était mécontent d'une décision de l'IAB et qui faisait un procès, comme l'IAB n'avait pas de structure juridique, c'était les membres individuels qui étaient responsables. Ce qui n'est pas une pensée très rigolote. L'Internet Society avait été créée pour fournir un parapluie juridique à ces activités. Maintenant, si quelqu'un n'est pas content d'un RFC, il doit faire un procès à l'ISOC. Pour l'ISOC France, il y avait eu l'ISOC États-Unis a toujours hésité, enfin qui se prétend ISOC Monde, mais qui est en fait l'ISOC États-Unis, a toujours hésité entre créer des chapitres locaux pour étendre son activité et les supprimer parce qu'ils prennent trop d'indépendance. Donc en pratique, la plupart des chapitres locaux sont des petites organisations avec aucune représentativité, peu d'activité. Si quelqu'un peut dire ce que fait l'ISOC France, à quoi il sert. Un rôle de coordination, de relais? Non, même pas. D'accord. Rien, à ma connaissance, rien. Ah, d'accord. Si, ils ont fait des bons communiqués de presse contre le projet de loi renseignement, mais ils ne sont pas les seuls et ils n'ont pas fait de travail particulier notamment là-dessus. Non, c'est une coquille vide. C'est un nom, c'est tout. D'accord. En fait, c'est de la représentation à l'envers, c'est ça que vous voulez dire? C'est-à-dire que l'ISOC se représente en France à travers... C'est-à-dire que l'ISOC États-Unis voudrait des chapitres locaux, mais quand ils prennent trop d'indépendance, ça fait des histoires. Donc il y a des exigences pour faire un chapitre local qui sont assez élevées et régulièrement des clashs entre l'ISOC États-Unis et un chapitre local qui a pris trop d'indépendance. Le résultat, c'est que la plupart des chapitres locaux sont restés à un stade embryonnaire. Et je me souviens la dernière fois qu'on a discuté on avait beaucoup parlé des spécificités des débats techniques à propos d'Internet, des protocoles, en particulier des formats, la spécificité française et francophone.
Est-ce qu'on avait parlé à propos des accents, de tout le travail sur les signes diacritiques, etc. Et est-ce que sur le plan de la veille ou éventuellement de l'action sociale, politique, juridique, voire économique, il y a aussi une spécificité française ou francophone dont vous auriez été témoin par rapport au débat proprement américain? Je parle toujours dans le contexte des années 90. Oui, alors, bon, pour revenir aux histoires des particularités techniques de la langue française, c'est raconté dans le bouquin du réseau Maya sur le multilinguisme sur Internet. Donc il y a tout un chapitre sur cette histoire de la longue lutte pour pouvoir envoyer des messages avec des accents corrects. Ça a été un long travail, en partie technique et en partie social, convaincre des gens, discuter avec eux. Ça a occupé une grande partie des réunions de groupes comme Géret dans les années 90. Pour les débats plus politiques, le truc spécifique à la France, c'est qu'on a le corps des X-Télécom qui, des années 60 à peut-être même encore dans une bonne partie aujourd'hui, donne le là, dirige, dit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser. Et donc ceux qui ont obtenu qu'on arrête le réseau Cyclade en 1974, en 1972, Cyclade était plus gros qu'ARPANET. ARPANET l'a quand même dépassé, les Américains ont plus de moyens, mais Cyclade était techniquement au même niveau, voire plus avancé sur certains points. Et il a été arrêté parce que les X-Télécom ont décidé que les technologies sur lesquelles ils reposaient, notamment le datagramme, n'étaient pas sérieuses, n'étaient pas professionnelles, et qu'eux allaient faire un réseau sérieux. De la même façon, il y a eu donc c'est première chance ratée et première particularité française qui fait qu'au moment où le reste du monde travaillait sur le réseau, pas seulement sur Internet, mais sur d'autres réseaux, en France, on s'enfermait dans des technologies sans avenir. Après, il y a eu Minitel, qui là aussi a été un certain succès quantitatif. Il y a eu beaucoup de Minitel, beaucoup de serveurs, beaucoup d'usages, beaucoup d'argent. Et pas mal de gens, ça influe encore sur le paysage d'aujourd'hui. En fait, si un opérateur comme Free fait ce qu'il fait aujourd'hui, c'est parce que Xavier Niel a gagné beaucoup d'argent avec le Minitel, ce qui lui permet aujourd'hui de suivre des idées qui ne sont pas celles des opérateurs traditionnels. Donc le Minitel n'a donc pas été un coup raté, bien au contraire, ça a été un truc qui a eu un rôle important, mais pour le débat, en tout cas stratégique sur l'Internet, le Minitel avait un rôle très négatif, c'est-à-dire le côté on est les meilleurs, le monde entier nous l'envie, ça c'est le discours politique français classique qu'on répète tout le temps, le monde entier nous l'envie, donc il n'y a pas besoin de regarder ce que font les autres, il n'y a pas besoin de connaître ce que font les autres, c'est ce monde extrêmement fermé des télécoms français qui se reflète par exemple dans les livres des étudiants à l'université. Là, par contre, il y a une grosse différence. Pendant que les étudiants américains apprenaient différentes sortes de réseaux, en France, on apprenait que les technologies imposées par les corps X-Télécom. Et ça a entraîné une certaine cécité française, à la fois du point de vue technique, c'est-à-dire les autres techniques étaient simplement pas vues, et aussi du point de vue politique, c'est-à-dire l'impossibilité à penser un autre système. Et la difficulté à comprendre un système où il n'y a pas de direction claire. Quand je présentais l'Internet aux gens dans les années 90, la remarque la plus fréquente, c'était « mais qui dirige ? Qui est le chef ?» Les gens auraient voulu que je leur présente le président d'Internet, que je leur montre une photo. Bon, il n'y en avait pas. Il y a bien des enjeux de pouvoir, des disputes, des gens qui décident du pouvoir, etc. Mais c'est beaucoup plus compliqué qu'il y a un président d'Internet. Donc le corps des X-Télécom a figé la pensée française en matière de gouvernance, de régulation pendant de très nombreuses années. Pendant de très nombreuses années, ce n'était pas possible d'imaginer qu'il y ait un système flou, pas clair, on ne sait pas bien qui dirige, il y a plusieurs acteurs, c'était trop difficile à penser. Et donc ça a certainement beaucoup marqué le débat en France et le retard en France dans certains aspects. Et le fait qu'on a continué à vanter le Minitel de manière désordonnée, c'est le rapport Terry dont on parlait, qui était, quand on le lit aujourd'hui, c'est hallucinant. C'est hallucinant par le côté autiste. C'est-à-dire qu'il aurait simplement passé une semaine en Californie, il aurait vu que tout ce qu'il racontait c'était n'importe quoi.
mais il ne l'a pas fait. Donc il a préparé son rapport sur un sujet, les télécommunications, c'est évidemment un sujet où la composante internationale est particulièrement forte, puisque l'un des buts, c'est quand même de parler dans le monde entier. Et il a fait son rapport uniquement en écoutant que des Français. Et bon, il y a beaucoup d'erreurs techniques qui sont ridicules, mais il y a surtout une perspective très franco-française. C'est ça le gros problème. Les États-Unis étaient aussi à l'époque sur une perspective purement états-unienne. À l'époque, ils ne savaient pas que le reste du monde avait l'électricité, déjà. Donc, mais eux, c'est un pays plus grand, donc ils en ont moins besoin. Puis de toute façon, c'est eux qui imposent leur technologie au reste du monde. Donc ils avaient moins besoin. Quand on est un petit pays, c'est plus embêtant de se replier sur soi-même. Alors en effet, vous évoquez les télécoms Cyclades. Alors l'arrêt est un petit peu plus tardif, hein, c'est 79 en fait, vraiment l'arrêt de Cyclades. Vous me disiez 74, mais c'est un tout petit peu après. Transpac est lancé en fait, Cyclades s'arrête ensuite. Et 74, c'est la définition de TCP, puis après TCP/IP. Et là, les Américains quand même, ils surveillent ce qui se passe autour, j'ai l'impression, parce qu'ils vont être à l'écoute des idées de cousins et d'autres. Là où oui, tout à fait. Donc quand je disais que les Américains ne savaient pas que le reste du monde avait l'électricité, c'est pas vrai pour les chercheurs. Les chercheurs aux États-Unis savaient parfaitement ce qui se passait dans le reste du monde. C'est plus au niveau du discours politique ou stratégique qu'il n'y avait pas cette perspective. Qu'il n'y avait pas... qu'il n'y avait pas forcément d'idée au début sur comment on allait faire l'Internet avec les autres pays. De toute façon, les autres pays ne comptent pas. Et du coup, alors... Mais du point de vue scientifique, oui, en 71-72, à un moment où le jeu est complètement ouvert, les chercheurs états-uniens suivent ce que font les Français et réciproquement, et c'est pas encore clair de qui va gagner. Du coup, c'est là que donc vous mettez le rapport Terry, on est d'accord, dans quelque chose de politique, mais qui n'est pas à l'écoute de la recherche finalement, alors que ça aurait dû être la première chose à faire. Non, mais d'autant moins à l'écoute de la recherche qu'il y a des erreurs techniques dedans. Donc, je me souviens qu'il y a un moment où il explique les débits qui sont nécessaires pour transmettre des livres sur Internet, et il donne des chiffres hallucinants, parce que comme le but est de dire qu'il faut des gros investissements dans le matériel, il donne des chiffres qui sont 20 fois les chiffres réels. Alors qu'un livre, c'est justement quelque chose qui est très léger. Aujourd'hui, pour les vidéos de définition, c'est un autre problème. Mais un livre, c'est justement très léger à faire passer. Mais comme le but, c'est d'encourager qu'on dépense beaucoup d'argent du contribuable pour financer les boîtes françaises, il invente des chiffres. Il n'y a pas d'autre mot. Quand c'est un facteur 20 ou 10, je ne me souviens plus, mais enfin, des facteurs de ce genre-là, c'est vraiment de l'invention. Alors après, il y a eu toute une série de rapports. J'ai envie de vous demander deux en particulier. C'est pas de distribuer des bonnes notes ou pas, c'est pas du tout ça le but, mais j'ai envie de savoir si pour vous l'influence du discours de Jospin à Hourtin et puis 97 et le plan d'action gouvernemental pour la société de l'information 98, c'est un tournant vraiment politique. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment en disant ça y est, enfin quelqu'un a compris? Et le rapport abramatique sur il parle de retard notamment, mais sur le développement technique de l'internet, il est assez tardif, c'est 99. Alors je crois que lui, pour le coup, c'est vraiment là de ce dont il parle. Est-ce que vous vous souvenez de ces deux moments? Hourtin, je m'en souviens parce qu'effectivement, ça a fait le changement dans les cercles dirigeants. Là aussi, c'est très tardif le discours de Jospin. Je veux dire, à l'époque, beaucoup de commentateurs ont dit « Oh là là, on dit que le Minitel est fichu, mais tout le monde le savait déjà. » C'est très tardif, simplement c'est le côté, c'est le côté monarchique français. Tant que le monarque ne l'a pas dit, la réalité ne peut pas s'imposer. Tout le monde savait que l'Internet avait gagné et que le Minitel avait perdu, mais tant que ce n'est pas dit officiellement par un dirigeant important dans un discours public, plein de gens n'osent pas le dire, y compris dans les médias. Ça aussi, c'est une particularité française, c'est le fait qu'on ne tient pas compte des mouvements réels de la société, qui à l'époque avaient déjà choisi Internet et l'utilisaient, mais qu'il faut attendre que le chef le dise. Donc le discours d'Hourtin était important, parce qu'à partir de là, les gens qui attendaient les ordres avaient des ordres. Avant, pas mal d'acteurs attendaient encore des ordres. Pour prendre un exemple caricatural, quand Renater 1 a été créé, la première itération de Renater, on n'avait pas le droit de dire que c'était une connexion Internet. C'était tabou, puisque la ligne officielle des X-Télécom, c'était que Internet était une expérimentation qui n'allait pas durer. Donc on faisait Renater parce que sinon nos universités étaient complètement éliminées
de l'activité internationale, mais il ne fallait pas dire que c'était Internet. Et donc tous les textes de création de Renater, pas une seule fois TCP/IP, pas une seule fois Internet. Il y a eu énormément de textes produits par la bureaucratie française, présentant le projet, des contrats, des règles, des arbitrages interministériels, des choses comme ça. Pas un d'entre eux ne mentionne Internet ou le protocole TCP/IP. Et quand Renater 1 a été créé, le cahier des charges exigeait qu'ils fournissent IP et X25. Il y a eu, je crois, un client pour X25. Donc, énorme. Donc, déployer 2 protocoles, c'est 2 fois plus cher. Donc, l'argent du contribuable a été dépensé pour des raisons strictement politiciennes, puisque tout le monde savait très bien à l'époque que personne ne ferait de X25. Mais pour des raisons purement politiciennes, il fallait le mentionner. Est-ce qu'il y a eu un client ou 0? Il faudrait retrouver les archives de Renater et voir. Dans mon souvenir, il y avait quand même un qui avait profité de l'accès X25. Je ne sais pas s'il l'avait gardé longtemps. Oui, c'est seulement quelques années après que Michel Lartaille va dire bon, finalement X25, mais bon, il venait du milieu télécom aussi. Donc, oui, mais après, il y a un moment où c'est quand même des gens intelligents. Au bout d'un moment, ils ont quand même fini par comprendre. On était tôt, début des années 90. Je ne sais pas si tout était joué déjà. Vous pensez que c'était déjà si joué que ça? C'est pas début des années 90, c'est bien plus tard. Renater 1, ça date de quoi? Ça date de 93? Oui. Oui, pour moi c'est le début, quoi. Oui. Et Renater 1 était encore, le discours officiel ne mentionnait pas IP. Ouais. C'est à partir de Renater 2, je crois, que Renater était officiellement un réseau IP. Ouais. Et ça, c'était encore quelques années après. Oui, c'était 93. Mais pour rebondir sur cette question du discours officiel, vous aviez mentionné quelque chose de très intéressant et qui nous intéresse à plusieurs articles avec Valérie, parce qu'on essaie de réfléchir à la manière dont un patrimoine Internet se constitue. Et avec aussi, c'est-à-dire qui fabrique ce patrimoine-là. Et vous m'aviez parlé de l'exposition à la Cité des Sciences en 1994, où c'était une exposition sur les réseaux qui ne mentionnait pas Internet, mais qui mentionnait ATM, c'est ça? Oui, tout à fait, c'était organisé. C'était en tout cas lui la figure publique, c'est Joël de René qui servait de figure publique à cette exposition, de Monsieur Loyal. Je ne sais pas si c'était vraiment lui l'organisateur, mais de toute façon l'expo était montée entièrement par Alcatel et des boîtes comme ça, qui en fait s'en servaient. C'était pas vraiment une exposition pour expliquer les réseaux, c'était un show commercial où Alcatel fournissait les moyens et le discours. Et effectivement, le discours à l'époque, donc X25, c'était quand même nettement déjà en baisse. Donc le discours officiel, c'était qu'on allait mettre de l'ATM à la place. Et en soi, c'est pas forcément un problème, puisque IP peut fonctionner sur plusieurs protocoles, y compris sur ATM. Et il y a eu des implémentations de IP sur ATM, ça a tourné, il y a des gens même qui l'ont mis en production, ça fonctionne. Donc en soi, qu'on utilise ATM plutôt qu'autre chose pour les couches basses, c'est pas un problème. Ça permet de... Mais là, le discours était ambigu, laissant entendre qu'avec ATM, on allait faire un truc qui nous rendrait... En fait, Internet serait plus nécessaire. Et qu'on mettait l'accent... Et en plus, c'était typique d'un certain discours technocratique, on met l'accent sur des couches basses plutôt que sur ce que voient les gens. Parce qu'à la limite, aujourd'hui, quelqu'un qui utilise Internet, que sa liaison soit en Wi-Fi, en 3G ou filaire, il s'en fiche. Pour lui, l'expérience utilisateur est à peu près la même, à part éventuellement la vitesse. Mais là, tout l'accent de la communication était mis sur... C'était très technocratie française. L'accent était mis sur une technique et qu'on allait marteler et répéter. Il faudrait qu'on allait dépenser beaucoup d'argent et qu'on allait dire après qu'on était les meilleurs du monde et que le monde entier nous enviait notre technologie. Et en fait, ATM n'a pas marché. C'était une expo à la Cité des Sciences. À la Cité, mais pour le grand public ou c'est un truc un peu... C'était la Cité des Sciences. Oui, c'est ça, c'est quand même un sacré truc, ça, en 94. C'est 94, je crois, oui. Mais dans une logique de promotion de type un peu expo universelle, ou bien il y avait une dimension... Non, il n'y avait pas de dimension pédagogique. Il n'y avait pas de dimension pédagogique, notamment il n'y avait pas d'explication claire de comment ATM fonctionnait. C'était du show. Du show commercial, où la référence à l'expo universelle n'est pas fausse. C'était plus ça. C'était plutôt promotion d'une technologie que ça. Mais la Cité des Sciences a fait déjà des trucs, des bavures là. Mais là, c'était un des cas où ça allait le plus loin dans, effectivement, promotion de technologie plutôt que aider les citoyens à comprendre les enjeux des technologies et de la science. Mais bon, le problème, en plus de comprendre comment s'articule une technologie comme ATM dans l'ensemble de technologies Internet, est un problème difficile. Les utilisateurs à la fois sont
s'intéressent surtout à ce qu'ils voient eux, c'est-à-dire à ce qui est sur leur écran et sur leur clavier, aux sujets médias, et en même temps, à l'opposé, s'intéressent plus à la partie physique, parce que là, ils ont l'impression de mieux connaître, on peut le toucher, et donc en termes informatiques du modèle en couche, les utilisateurs ordinaires s'intéressent à la couche 1 et à la couche 7, et pas du tout à la sélection entre les deux. La sélection entre les deux, c'est de l'informatique, c'est pas clair. La couche 1, il y a des câbles, donc quelque part, on peut toucher. La couche 7, c'est les applications, c'est celle qu'on voit, donc ça parle. Je me souviens d'un problème, c'était au CNAM, j'avais fait une grande démo d'Internet pour les services de communication. S'il y a quelqu'un qui va être intéressé, c'est eux, puisque c'est une technologie de communication. Donc ils vont être intéressés. Donc je leur montre le web, je leur explique des trucs sur Internet, je fais des traces routes pour impressionner. Hein. Et la dame de la communication, le seul truc qu'elle me demandait, c'était oui, mais les liaisons, ça passe par des satellites. Je dis, il y a quelques satellites pour utiliser Internet, mais pas beaucoup. C'est lent, c'est cher. La plupart, c'est des câbles sous-marins. Et quand le numéro du bulletin interne du CNAM sort après, sur la couverture, on voit un satellite en train d'arroser la Terre et le titre « Le CNAM par satellite ». Et le texte était uniquement pour dire on était connecté à des satellites. Oh, intéressant. C'est le côté très science et vie de la communication technique et scientifique en France, avec des trucs héroïques. Alors l'espace en plus, évidemment, c'est beaucoup mieux. Les câbles sous-marins, ils sont au fond de l'eau, dans le noir, on ne les voit pas, ça n'a aucun intérêt. L'espace, par contre, c'est le truc merveilleux. Et donc, elle n'avait pas parlé des usages du tout. Donc on croit que les utilisateurs ordinaires ne s'intéressent qu'aux usages, parce qu'ils voient immédiatement. Et en fait, non, elle avait parlé que de l'aspect technique, matériel utilisé par la communication, sous l'angle sensationnel. Et là, je m'étais dit, ça va pas être facile d'expliquer. C'est vrai que c'est ce qu'on a constaté avec Valérie dans les expositions sur les sciences et techniques de l'informatique et du numérique. C'est souvent le matériel qui est mis en... Enfin, le matériel presque monumental qui est mis en valeur, parce que plus facile à représenter, parce que captant l'imaginaire... J'imagine, parce que symbole d'une politique, etc. Mais ils ne disent rien des usages. Ouais. C'est pour ça que j'aime beaucoup le musée de l'informatique à Bletchley Park, près de Londres. Parce que c'est un des rares musées d'informatique où une bonne partie des ordinateurs fonctionnent. Oui. Et on peut même les faire fonctionner. Parce qu'un ordinateur éteint, ça ne dit rien. C'est une boîte. Ça ne dit absolument rien. On ne voit rien. On ne se rend compte de rien. Tant qu'on ne le fait pas fonctionner... tant qu'on n'interagit pas avec lui, il y a une reconstruction d'un Colossus et on peut jouer avec. C'est une reconstruction. Des vrais, il n'est resté aucun des vrais. Mais ça aide à mieux comprendre ce que c'est que l'informatique.